Bienvenue dans notre webinaire We Are Resilient. Je me présente, je suis Jacques Knight. Je travaille en tant que conseiller stratégique pour Présence. Présence, la plateforme de consulting scientifique et technique qui est l'organisateur de ce webinaire. Présence est à l'origine une start-up de l'École Polytechnique qui est devenue maintenant une plateforme qui permet d'injecter de l'expertise à la demande dans les projets d'innovation industrielle afin d'accélérer les prises de décision de nos clients et de résoudre des problèmes scientifiques et techniques grâce à un réseau scientifique de plus de 6 millions d'experts dans le monde, un réseau qui est appuyé par nos fellows Présence, une équipe composée d'anciens directeurs recherche et innovation, directeurs R&D, directeurs d'anciens CTO, au sein de grands groupes industriels, avec un double profil scientifique et industriel, et une certaine curiosité pour les problèmes et la résolution de problèmes. Actuellement, Présence collabore avec une cinquantaine de directions de recherche-innovation, de direction recherche et développement, techno-marketing de grands groupes. Et Présence possède l'agrément crédit d'impôt recherche du ministère de la Recherche. Notre webinaire We Are Resilient d'aujourd'hui va porter sur l'innovation de rupture dans le domaine de l'alimentation. Alors, que se passe-t-il dans le domaine de l'alimentation aujourd'hui? C'est un domaine qui est chamboulé par trois grandes tendances. D'une part, la recherche de soutenabilité. C'est une tendance fondamentale qui repose sur le fait que l'impact sur la planète de notre système industriel n'est pas soutenable en termes de climat, de conservation des ressources, de pollution et de biodiversité. Donc, il s'agit d'opérer un bond de soutenabilité. Par exemple, parmi les nombreux projets allant dans ce sens, il s'agit par exemple de substituer des protéines végétales aux protéines animales. Deuxième grande tendance qui chamboule l'alimentation, le monde de l'alimentation, c'est la recherche de transparence. C'est une attente fondamentale qui se traduit notamment par une multiplication des labels, par exemple le label bio. Donc ça, c'est un exemple de transparence, mais parmi beaucoup d'autres, qui vise à augmenter la traçabilité, notamment sanitaire, et qui vise à informer et à éduquer le consommateur, pour qu'il fasse les bons choix. Enfin, il y a une troisième tendance qui est majeure, qui est celle de la recherche et de la valorisation de l'authenticité, qui est un vecteur de confiance qui permet de résoudre pas mal de questions de confiance, tout simplement parce que les produits véhiculent une histoire qui est positive et qui tend à inspirer confiance aux consommateurs. Trois grandes tendances qui ne sont pas toujours faciles à concilier. Et toute la question pour les acteurs de l'innovation industrielle dans le domaine de l'alimentation, c'est de trouver le bon équilibre, le bon compromis, la bonne combinaison entre ces trois facteurs. Et ce soir, la question que nous posons, c'est voilà, comment aborder cette question de la bonne stratégie pour opérer des innovations de rupture dans le domaine de l'alimentation. Et nous allons y répondre en nous intéressant à un cas concret d'abord, à une histoire concrète, à une histoire de réussite dans le domaine de l'innovation de rupture, dans un domaine spécifique de l'alimentation qui est celui des vins et spiritueux. Et nous allons faire à travers l'histoire d'une start-up qui s'appelle Divin, et dont nous avons le grand honneur et le plaisir d'accueillir le fondateur, Thibaut Jarousse, qui a fondé cette start-up qui révolutionne la dégustation de vin. Donc, il va nous parler de son histoire dans un premier temps. Ensuite, nous avons la joie d'avoir quelqu'un qui va nous donner une vision plus globale du sujet. Il s'agit d'Alain Dufossé, ancien directeur du BIG, Big Breakthrough Innovation Group, de Pernod Ricard, dans lequel il a eu l'occasion de traiter un grand nombre de projets d'innovation de rupture dans le domaine des vins et spiritueux en particulier. Et donc, lui va nous donner une vision d'ensemble sur ces tendances et sur l'évolution des modèles, des stratégies. Et nous allons notamment discuter d'un certain nombre de réussites, mais aussi de, par exemple, Nespresso,
un modèle qui a inspiré de nombreux projets, y compris celui de Divin. Aujourd'hui, un modèle qui peut-être s'essouffle. Et donc, il s'agit de voir qu'est-ce que c'est le prochain modèle, le prochain équilibre. Voilà. Donc, sans plus tarder, je voudrais donner la parole à Thibaut Jarousse, qui va nous raconter l'histoire de Divin. Thibaut, la parole est à toi. Bonjour à tous, merci Jacques pour cette invitation à ce webinaire. Voilà, moi je suis Thibaut Jarousse, président et cofondateur de Divin. Donc on a d'ailleurs changé récemment le nom de la société en Divine. On a repris le nom de notre innovation première. Donc la Divine que vous voyez là. Alors, on a développé un outil technologique qui est vraiment le bras droit du sommelier qui permet de servir un verre de vin à la bonne température bien carafé. Mais ça reste un outil parce que nous, notre métier, c'est d'être distributeur de vin. Donc, on a 80 références de vin en flacons qui se présentent comme ça. Donc, ce sont des flacons d'un verre de vin. Chaque flacon fait 10 centilitres. Et donc, on s'adresse, nous, on est distributeur de vin premium pour l'hôtellerie et la restauration. Et en fait, notre spécificité, c'est que on fournit avec nos vins la Divine, qui est un outil qui va permettre de faire le job parfaitement. Donc c'est très simple, je vais vous montrer comment ça fonctionne et puis ça en général répond à pas mal de questions et je vais vous raconter d'où on vient parce qu'on n'a pas tout de suite eu cette idée-là, ce positionnement-là. Donc en fait, le système est très simple. Il fonctionne, comme je vous disais, avec des flacons de 10 centilitres. Quand j'ai choisi mon flacon, en fait, soit je vais m'aider de la machine pour choisir le vin. Donc, elle va me raconter l'histoire, elle va me guider dans mes choix. Elle va aussi permettre au serveur d'avoir le storytelling pour le client. Et donc, quand je mets le flacon directement dans la machine, là, elle va reconnaître la puce. Elle va lire la température de service. Donc, le vin doit être servi à 12 degrés. Là, il est à 21 degrés. Elle va le refroidir petit à petit. Je peux aussi raconter l'histoire. Et donc, quand c'est bon, j'ai juste à appuyer sur la petite sphère qui est ici. Alors, bien sûr, il faut prendre un verre. Voilà, donc j'appuie sur la sphère, comme ça. Là, le vin commence à s'écouler. Il y a l'équivalent de 3 heures d'aération qui va être développé. Et donc là, vous voyez, en fait, ça commence à s'écouler directement dans le verre. Après avoir parcouru 2 mètres de serpentin en inox pour graduellement descendre ou remonter en température. Alors, en fait, moi, je suis passionné de vin et je ne viens pas du domaine du vin. J'ai créé cette société parce qu'on a fait le constat il y a à peu près 9 ans, 10 ans, qu'il faut 2 ans pour faire le meilleur des vins et 30 secondes pour le massacrer, pour passer à côté. Moi, j'ai appris le vin en fait en achetant du vin au château, dans les domaines, et directement en découvrant le vin avec la vigneronne, le vigneron qui racontait son histoire. Et quand je revenais à la maison avec mon associé Louis, on était toujours hyper déçus 3 mois après en goûtant les vins qu'on avait achetés, en se disant mais c'est pas possible, c'est pas la même expérience. Le vin qu'on a goûté n'est pas celui qu'on goûtait à la maison. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement 50% de la qualité d'un vin, c'était la température et l'aération. Donc, on a développé la Divine. Le premier coup de crayon était début 2010. Et on l'a développé avec cette intuition de devenir, Jacques parlait du Nespresso du vin, de devenir le Nespresso du vin. Donc, vraiment en ciblant le marché des particuliers. Sauf que on s'est rendu compte après 5 ans et demi de développement, 6 ans de développement, 4 millions d'euros mis sur la table, hein, juste pour la R&D, l'Indus. Donc début 2016, on vend les premières machines. On a 2 prix au CES de Las Vegas, mais rapidement, au bout de 12 mois, on se rend compte que le modèle économique ne fonctionne pas, que les machines sont beaucoup plus chères à produire que ce qu'on a imaginé. Il y a une récurrence sur les clients sont contents de leur machine, mais que ils ont le modèle Nespresso en tête, hein, et ils disent qu'ils ne sont pas prêts à mettre plus de 100 € dans une machine
Ils attendent même 100 € de crédit capsule pour pouvoir investir dans leur machine. Donc, il y a vraiment une décorrélation entre les 1 000 € de coût d'acquisition client et puis finalement le price point du marché qui est calé par rapport à un des leaders auquel on se compare. On se rend compte en fait que nos meilleurs clients à cette époque ne sont pas des particuliers, mais ce sont des professionnels. Et en creusant, en fait, donc là, il s'est déjà passé 6 ans de R&D, plus 1 an de commercialisation. Donc là, on est début 2017. On se rend compte que nos meilleurs clients sont des hôtels, hein, et donc on commence à vendre principalement à des hôtels. Et puis, au bout d'1 an, on se rend compte non seulement que nos meilleurs clients sont des hôtels, mais des hôtels-restaurants. Parce que, alors, c'est valable plutôt dans les pays latins, mais quand on déjeune, quand on dîne dans les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, il y a vraiment cette culture du vin, ce qui n'est pas la même chose dans les pays anglo-saxons ou des fois en Asie, où le vin peut être consommé à n'importe quelle occasion. Et donc, on se rend compte que finalement, la restauration, qui est un marché qu'on nous avait clairement déconseillé au départ, est notre meilleur débouché. Donc, on passe d'un modèle de vente aux particuliers à un modèle de location à des professionnels. Mais avec un point important, c'est que finalement, le client final, le client qui paye le verre de vin, est quand même un particulier. Et c'est des gens qui ont des attentes très fortes, notamment dans le domaine du vin, de réassurance, de traçabilité. Il y a beaucoup de choses. Le vin, c'est un produit issu de l'agriculture, hein, parce que on fait pousser du raisin, mais dans lequel il y a eu beaucoup d'intrants, de produits qui ont été utilisés, des pesticides, et donc qui a pas toujours eu très bonne réputation. Donc il y a beaucoup de labels qui ont émergé ces dernières années entre le bio, la biodynamie, le HVE, le Terravitis. Et on a beaucoup de clients qui sont un peu désarçonnés. Alors, pour qui c'est devenu un vrai acte d'achat, hein, le fait d'acheter un vin bio. Il y a des gens qui nous demandent des vins nature aussi, mais ils ne savent pas toujours faire la différence. Et puis, on se rend compte aussi d'une chose hyper importante, c'est quand on raconte l'histoire du vin, quand on explique que le Gros Hermitage de Laurent Abra, il est fait depuis 5, 6, 7 générations dans la vallée du Rhône. Et en fait, ça efface toute une partie de méfiance que les gens peuvent avoir avec le produit. Donc, ce métier-là, on l'a conservé, hein, vis-à-vis des particuliers. Et donc, on s'est recentré sur les restaurants, sur les hôtels. On vend avant tout une performance économique, parce que quand on va voir un restaurateur, on lui vend 30% de croissance sur ses ventes de vin. Donc, il faut à un moment donné qu'il y ait un rationnel économique, que ça permette aussi aux restaurateurs de payer ses factures, que ça permette aussi à l'hôtelier d'améliorer l'expérience client et in fine de la monétiser. Et c'est ça qui nous permet aussi, le fait dans la chaîne de valeur, de créer de la valeur, parce que on va donner envie aux gens de se faire plaisir avec un verre de grand cru et puis qui va être parfaitement servi. Est-ce que le vin est servi comme le château voudrait qu'il soit servi? Donc les gens sont prêts à payer plus cher. Et si nous, on arrive à dégager plus de valeur, on est prêt à acheter plus cher, à laisser plus de marge de manœuvre aussi à l'exploitant, à la vigneronne, au vigneron, pour qu'il puisse financer par exemple son passage en bio. Et donc ça, c'est un point vraiment important du développement et de ce qu'on est en train de poursuivre dans le référencement de nos domaines. Et donc aujourd'hui, on a 45 salariés. On est présent donc dans 5 pays, y compris la France. On équipe 20% des 4 et 5 étoiles de Paris, qui était notre premier business. Et donc, on développe l'entreprise pour aller chercher la même part de marché, le même taux de pénétration dans les 20 plus grandes métropoles mondiales, sachant que le vin, c'est un marché qui est très grand. Donc, vin, spiritueux, champagne, c'est à peu près 500 milliards. Et c'est un marché de 500 milliards. Globalement, 70% des commandes sont au verre et 99% des gens produisent en bouteille. Donc il y a un vrai mismatch en fait, hein, entre l'offre et la demande. C'est un paradoxe.
C'est un paradoxe, pourquoi? Parce que les gens commandent au vert, mais finalement, dans leur désir de développement durable, bah, ils ne veulent pas non plus avoir un impact négatif d'un contenant individuel sur plus de verre qui est utilisé, peut-être plus de logistique, plus de carbone qui est utilisé. Donc, on a travaillé aussi sur tous ces aspects-là, mais bon, je ne veux pas prendre trop de temps non plus sur… On aura l'occasion d'y revenir, Ouais, tout à fait. Thibaut. Merci beaucoup. Donc, tu nous as donné l'envie de tester ta machine qui est assez effectivement chamboulante pour la dégustation de vin. Ça nous sortirait de nos habitudes. Je pense que maintenant, je vais d'abord rappeler à tout le monde qu'à la fin, nous aurons l'opportunité de poser des questions à nos intervenants. Vous pouvez les poser à travers la fonctionnalité Q&A dans l'interface Zoom. Maintenant, nous allons laisser Alain développer son analyse de l'espace de l'innovation industrielle de rupture dans le domaine de l'alimentation. Alain, la parole est à toi. Bonjour, merci beaucoup. Je dirais que pour fixer un peu le décor, je propose de vous passer deux, trois charts sur, je dirais, les tendances qui se dégagent, notamment du Covid, et de façon plus générale, les dernières tendances qu'on peut identifier aujourd'hui dans l'alimentation et tous les enjeux qui les accompagnent. Donc, je partage mon écran. Voilà, donc en fait, je pense qu'il y a au niveau des études récentes, il y en a pas mal. Donc, j'ai choisi en fait de regarder un peu ce qu'avait sorti Accenture sur la dernière étude qui essaye de mesurer en fait les changements de comportement des individus. Voilà. Donc en fait, on voit se dégager trois gros, je dirais, trois grosses tendances. La première, c'est effectivement, elle est clairement reliée en fait à tout ce qui est déchets et la notion surtout de gâchis en fait. La deuxième, en fait, c'est la santé, c'est-à-dire dans sa consommation, essayer de développer, je dirais, une consommation qui nous fait du bien. Et la troisième, c'est de faire des choix en tant que consommateur et individu qui fassent du bien à la planète et qui soient, je dirais, dans une forme de contribution à une meilleure pérennité en fait des ressources et de la planète. Et clairement, sur ces trois-là, en fait, on identifie aussi que ces trois tendances ont toutes les chances de perdurer, puisqu'on voit dans les bar charts qui sont en dessous, clairement, les gens déclarent en tout cas avoir inscrit ces objectifs dans leur consommation. Alors, quand on parle en fait d'alimentaire, qu'est-ce qu'on voit, quelles sont les tendances qu'on voit se dessiner? Déjà, tout ce qui est hyper local, c'est-à-dire essayer de réduire en fait la distance entre les gens qui produisent et les gens qui consomment, de développer en fait des formes d'agriculture qui soient beaucoup plus raisonnées et notamment des fermes qui soient dédiées en fait plutôt une production de protéines qui ne soit plus reliée à la protéine animale. Et on voit aussi apparaître, notamment en Grande-Bretagne, en fait, on a eu les végétariens, maintenant on a les flexitariens, en fait, qui sont des gens qui ont une consommation raisonnée, je dirais, de poissons, de viande et de légumes, mais qui ont réduit en fait leur consommation de viande en faveur en fait de plutôt plus de produits, je dirais, d'origine non animale.
On voit aussi apparaître en fait clairement une forte, je dirais, les gens se sentent très concernés par tout ce qui est apport de graisse et de sucre. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des marques en fait, indiquent des taux ou réduits ou en tout cas améliorés sur toutes ces dimensions. Mais on imagine que d'ici 2030, en fait, ça ne sera plus un sujet et quasiment toutes les marques industrielles auront clairement intégré en fait d'offrir de façon standard des produits allégés en fait à la fois en graisse animale et en sucre. On voit apparaître aussi toute une génération de produits qu'on appelle nutraceuticals, qui sont en fait des éléments, des aliments en fait qui ont, je dirais, des caractéristiques positives pour l'organisme. On voit aussi les probiotiques et les prébiotiques se développer très très fortement et devenir en fait quasiment mass market, hein, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et se développer également des alternatives aux protéines animales et les insectes sont clairement une piste qui aujourd'hui est fortement représentée. Le dernier point, c'est tout ce qui est aliments qui peuvent avoir un impact sur notre humeur, c'est-à-dire se sentir bien, se sentir soit énergisé, soit se sentir calme. Donc tous ces produits-là, on en voit notamment dans les liquides un certain nombre qui se développent, sans beaucoup, souvent, je dirais, de justification scientifique, mais clairement, il y a une attente consommateur à ce niveau-là. Alors, sur les boissons en général, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux choses que je trouve assez intéressantes. C'est premièrement que toutes les marques de boissons et tout ce qui est liquide en général se posent vraiment la question, en fait, de passer sur un modèle, je dirais, soit de consigne, soit d'emballage qui soit beaucoup moins, je dirais, impactant sur l'environnement. Et on voit même aussi arriver en fait des produits qui sont développés à partir de déchets. Et il y a un exemple ici sur le chart qui est en fait une marque qui en fait lance un produit alcoolisé qui est en fait produit à partir de déchets de bananes. Donc ça, c'est des choses qui, il y a encore 5 ans, étaient difficilement envisageables, mais on voit en fait que cette catégorie de produits, hein, que ce soit les boissons en général alcoolisées ou non alcoolisées, sont un peu sous les projecteurs parce qu'elles ont, je dirais, des coûts environnementaux qui sont relativement élevés. Voilà pour les quelques tendances qu'on peut identifier aujourd'hui. Donc la santé, l'environnement, sans surprise, mais aussi des consommateurs qui recherchent en fait des expériences ou des produits qui leur apportent, je dirais, des, des nutriments qui ne sont pas juste basés sur les calories, mais sur en fait des impacts sur leur peau, sur leur santé en général, y compris leur santé mentale. Voilà. Merci Alain, très intéressant. Tu nous as donné une vision un peu d'ensemble. Et je pense que c'est difficile de s'orienter dans cette diversité de tendances. Comment faire pour tracer une voie, pour déterminer une stratégie qui permette notamment de concilier les attentes que j'avais mentionnées au début, en termes de soutenabilité, en termes d'authenticité, en termes de transparence. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de réfléchir à partir d'un modèle qui a eu son heure de gloire, Nespresso, donc on a dit que ça avait aussi inspiré Divine, et comment ce modèle maintenant, d'abord peut-être le situer en termes de, voilà, qu'est-ce que ce modèle permettait d'accomplir, et pourquoi peut-être il est maintenant
dans une situation où il faut le réinventer, il faut inventer autre chose, et ce qui nous amènera voilà, à essayer de réfléchir à comment fixer une stratégie dans ce contexte de nouvelles tendances. Voilà. Donc peut-être Alain, qu'est-ce que tu en penses? Nespresso, qu'est-ce qu'on doit d'abord savoir concernant ce produit qu'on croit tous connaître? Bah, en fait, déjà, je dirais, c'est une idée en fait qui est née il y a déjà bien longtemps, puisque je crois que le tout début de Nespresso, l'idée, c'est 1975, donc ça remonte quand même à un certain temps. Au départ, c'était clairement un projet qui était plutôt B2B en fait, hein, et qui a pivoté sur du B2C. Je pense que ce que partagent Divine, Nespresso ou certaines tentatives de développer en fait des machines à cocktail pour le consommateur, donc à la maison, les particuliers, en fait, c'est de reproduire dans tous ces cas d'usage, en fait, on essaye de reproduire la même expérience chez soi que dans un restaurant, dans un bar, dans un café, en fait. Et Nespresso a réussi à craquer, en fait, quelque chose qui était assez inaccessible à une époque, c'est-à-dire pouvoir consommer chez soi un espresso comme dans un café, sachant qu'à l'époque où Nespresso a été lancé et inventé, je veux dire, c'était quand même réservé en fait à très peu de gens qui avaient les moyens de s'acheter des machines à percoler qui à l'époque coûtaient relativement cher et n'étaient pas accessibles du tout. Donc en fait, là, je pense que la grosse révolution, c'est finalement la promesse de Nespresso, c'est l'expresso comme au comptoir et accessible facilement avec un choix et je dirais une facilité d'usage enfantine en fait, hein, et c'est ce qui a fait Alors après derrière le produit était de très bonne qualité, voire de meilleure qualité en fait que certains expressos dans certains cafés. Et je pense que c'est ça qui a donné, qui a commencé je dirais à irriguer en fait dans la population, même si au départ c'était réservé, je dirais, à des consommateurs plutôt aisés. Aujourd'hui, c'est devenu un produit, je dirais, de masse. Ils ont effectivement aussi perdu leur brevet. Donc aujourd'hui, on trouve des alternatives aux capsules Nespresso en supermarché. On n'a plus besoin en fait de se fournir uniquement chez eux. Donc ça, c'est une première, je dirais, un premier souci pour Nespresso parce que quelque part, l'essentiel de leur business et la rentabilité du business, c'est pas les machines, c'est clairement les capsules. Hein. C'est comme dans les photocopieurs. Donc ça, c'est un vrai sujet pour eux et c'est pour ça qu'ils ont développé une deuxième génération qui est un peu différente, mais qui leur permet je dirais, entre guillemets, de régénérer en fait de l'exclusivité. Divine, je dirais que c'est avoir un sommelier chez soi en fait, avec un choix et un mode de consommation qui est assez adapté à la vie moderne, à savoir qu'on n'a pas forcément toujours envie ou besoin d'ouvrir une bouteille. Et donc, avec Divine, on accède, je dirais, à un verre de vin facilement, dans de bonnes conditions, idéalement aéré, à bonne température, sélectionné. Donc, je dirais en termes de convenience, pour le consommateur, c'est parfait. Après, je dirais que Nespresso a effectivement inspiré beaucoup de gens. Donc, tu le disais tout à l'heure, Thibaut. Je peux témoigner en fait que ça a effectivement inspiré aussi des réflexions dans l'univers des spiritueux pour donner accès en fait au cocktail chez soi avec des succès, je dirais, divers et variés. Et une difficulté supplémentaire, c'est le mélange en fait, c'est-à-dire que être en mesure d'offrir en fait une machine qui permette en fait de garantir que les recettes sont respectées et en fait que ce cocktail va être servi dans un verre
comme il pourrait être servi en fait dans un bar à cocktail, c'est relativement complexe. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, je dirais, il y a assez peu d'exemples de réussite sur ce chemin. Et Alex, Alain, ouais. je me permets de rebondir sur ce que tu dis. En fait, nous, ce qui a été un échec sur le positionnement du B2C au départ, c'est aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire Nespresso a miniaturisé finalement une machine professionnelle pour les particuliers, mais pour les cocktails comme pour le vin, bah, il n'existe pas de machine chez les professionnels. Et donc, nous, on n'a jamais vendu autant en B2C depuis qu'on est en B2B. Alors, bien sûr, on fait 90% du chiffre d'affaires de la société en B2B, mais on a 1300 clients particuliers et la base se développe tous les mois, qui recommandent, mais parce que on est la machine des professionnels. Et pour la même machine, finalement, on a des gens qui nous disaient, moi, votre machine, je l'achète 100 euros et je pense que c'est le prix de marché. Et depuis qu'on a une machine professionnelle et qu'on équipe beaucoup de beaux établissements, ils nous disent, ah ok, pour 1500 euros, bah, je pensais que la machine, pour une machine professionnelle, je pensais que ce serait plus cher que ça. Donc voilà, après, la machine est fabriquée en France, ça coûte cher, mais ouais, je pense qu'il y a un point vraiment essentiel, c'est ce côté professionnel bah, qui a été transposé dans le café et dans les cocktails, où il y a ce premier step qui est à faire avant que ce soit transposable, je pense, dans le grand public. D'accord. Bah, écoutez, on voit que Nespresso, ça a inspiré des projets, c'est pas tellement évident de reproduire ce modèle. On a aussi vu qu'il était lui-même en train de s'essouffler un petit peu. Qu'est-ce qui avait fait son succès? C'était d'avoir été un levier pour démocratiser l'authenticité, en tout cas une certaine forme de niveau de qualité du café qui était réservé aux professionnels au départ. La même chose, finalement, qu'on retrouve chez Divin, c'est un levier pour multiplier euh, l'expérience gustative de dégustation. À votre avis, qu'est-ce que c'est qui va orienter les réussites du futur? Voilà. Est-ce que, par exemple, Nespresso va trouver un moyen un peu de se réinventer pour retrouver peut-être de nouveaux facteurs pour améliorer l'authenticité, pour apporter quelque chose, ou alors ils doivent se confronter au fait que ça va être très difficile d'être compétitif par rapport à de nouvelles formes de consommation, je ne sais pas. Bah, se réinventer, oui, peut-être. Enfin, ils ont essayé, puisqu'ils ont essayé en fait de décliner le modèle sur le thé, sur, je dirais, l'alimentation pour enfants, pour bébés, sans beaucoup de succès. Je dirais, dans le marché du café aujourd'hui, bah, on voit arriver, en fait, c'est toujours un effet de balancier, mais on voit revenir en fait le café filtre dans certains marchés, notamment aux États-Unis, où il avait un peu perdu de sa splendeur du fait, je dirais, de la facilité d'accès liée à Starbucks. Mais dans des marchés comme l'Allemagne, qui est un gros marché, en fait, les machines qui s'installent aujourd'hui, il y a une forte croissance sur des machines qui utilisent en fait du café en grains et qui, je dirais, ont une fonction de broyage du café, donc qui permet d'avoir un café fraîchement moulu au fur et à mesure de l'utilisation, qui évite en fait tous les problèmes liés aux emballages capsules. Donc c'est un mode de consommation du café beaucoup plus entre guillemets respectueux de l'environnement, qui ne pose pas du tout de problème de recyclage, qui en plus fait que l'approvisionnement du café n'est pas captif, c'est-à-dire qu'on peut acheter son café où on veut, sur mesure, avec la qualité qu'on souhaite avoir, chez son torréfacteur, éventuellement en bas de chez soi. Donc voilà, alors je suis sûr que Nespresso, avec ses moyens et sa connaissance, trouvera des solutions, je dirais, en tout cas des pistes pour défendre, je dirais, sa position. Après, c'est un fait aussi que le taux d'équipement en machine Nespresso, il n'est pas homogène dans le monde. Donc il y a des zones, je dirais, en développement, qui d'ailleurs sont des zones aussi qui ne consomment pas forcément énormément de café aujourd'hui,
qui peuvent donner à la marque encore quelques belles années de développement, en fait, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, Alain. Je me permets de compléter là-dessus et je trouve que Nespresso a quand même encore de beaux jours devant eux. Parce que ça répond quand même à une facilité d'usage bah, le café, alors, je fais le parallèle avec le vin, mais et c'est pareil en fait bah, pour beaucoup de choses dans l'alimentaire, hein, les gens ont besoin d'être rassurés sur la provenance. Et c'est tout bête, mais sur la qualité du café, en tout cas sur le fait que ce soit bien fait, bah, c'est une marque qui rassure, hein, c'est quelque chose qui est pratique, hein, c'est-à-dire que faut pas oublier que sur une machine avec du marc de café, bah, il faut jeter le marc à la poubelle. On met du marc ou des grains de café, on peut en mettre un peu partout. Donc, c'est plus salissant, c'est moins facile à utiliser. La machine peut se gripper. Donc, il y a quand même des valeurs d'usage, de praticité. Après, je pense que ce qui est là où il y a un vrai challenge, mais pour beaucoup de marques alimentaires dans le futur, c'est que c'est une marque qui est performante, qui est perçue comme performante par les gens, mais qui a perdu son côté aspirationnel. Hein, il y a un peu de ça quand même. Les gens étaient fiers d'avoir une Nespresso il y a 10 ans, 15 ans. C'est plus statutaire, hein. Et nous, dans les hôtels qu'on équipe, hein, quand les gens équipent des suites, il y a 5 ans, bah, il fallait qu'il y ait une Nespresso. Maintenant, bah, elle est cachée des fois parce que c'est une commodité. Donc ça, c'est un vrai challenge et la marque est moins aspirationnelle qu'avant. Alors, c'est toujours une super success story, hein, bien sûr, notamment parce que bah, les gens challenge ce côté soutenabilité, le côté effectivement transparence et partage de la valeur avec les producteurs. Et je pense que il gagnerait, alors après, vu de ma petite fenêtre, hein, à faire plus de place à la marque, à l'image des producteurs. Peut-être que ça permettrait aussi de faire émerger le fait que certains produisent du café bio, peut-être que certains produisent avec tel label de qualité, ce qui est dur à faire aujourd'hui parce que bah, en fait c'est assez opaque. Finalement, derrière les marques des différents cafés qui sont présentés sur le Ristretto, le Voluto et autres, peut-être que d'un point de vue industriel, c'est compliqué de faire ça avec leur volume actuel, mais que clairement, ça rendrait sans doute la marque plus humaine, plus aspirationnelle, plus proche finalement de ce que les gens valorisent aujourd'hui. Le concept de divin n'est-il pas une immense opportunité pour la filière viticole française afin de mieux valoriser sa diversité caractéristique versus les vins de marque ou de cépage des nouveaux mondes? Oui, donc des aides de l'interprofession sont-elles envisageables? Question, Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un vecteur intéressant pour beaucoup des châteaux et des domaines avec qui on travaille à deux titres. Le premier, c'est que ça permet en fait d'évangéliser, de démocratiser, c'est-à-dire qu'on travaille avec des petits producteurs, mais on travaille aussi avec des grands châteaux. Et sur des très grands vins où les châteaux produisent 80 000 bouteilles à l'année, et ben, en fait, le fait de le vendre au verre, ils peuvent non plus toucher seulement 80 000 consommateurs, alors peut-être un peu plus si la bouteille est partagée, bien sûr, mais ils peuvent toucher 7 fois plus. Donc et surtout, des gens qui n'auraient pas osé mettre 100 euros dans une bouteille, peut-être que 15 euros dans un verre de vin, ils vont se laisser tenter, parce que c'est pas une question de pouvoir d'achat, des fois c'est juste une question de seuil psychologique. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que le vin, c'est pas un produit fini en tant que tel, hein. En dégustation à l'aveugle sur des concours ou sur des grands guides de vin, il y a des fois jusqu'à 50% de la note qui peut être liée aux conditions de service et à la verrerie. Et ça, c'est dramatique parce que un petit producteur qui a envoyé des échantillons qui ne sont pas consommés dans les bonnes conditions, effectivement, en termes d'image de marque, c'est vraiment dommageable. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus de demandes, effectivement, de domaines pour bah, échantillonner leur vin et faire découvrir à plus de monde, ça c'est sûr. Alors, une deuxième question de Franck Pierre. Alors, côté protéines, nutrition, alimentation, pour rebondir sur des éléments partagés par Alain sur l'alimentation du futur,
les insectes sont une source de protéines et d'ingrédients pour les humains, soit indirectement via l'alimentation des aliments et des plantes, soit directement et massivement dans les années à venir comme ingrédients de nutrition santé à haute valeur ajoutée. Ce n'est pas une question, en fait. D'accord. Merci pour ça. Oui, alors on sait qu'il y a des projets aussi en France concernant les insectes, notamment justement l'entreprise qui s'appelle Insect. Et voilà, comment interpréter Insect en termes de soutenabilité, de transparence et d'authenticité? Je pense que c'est un bon exemple de projet de rupture qui est justifié par un objectif de soutenabilité. Mais est-ce que c'est une entreprise qui peut marquer des points aussi sur les autres tableaux, sur la transparence et l'authenticité? Ça, je pense que c'est un bon cas d'usage. Je me permets d'intervenir et puis Alain, je te laisserai la parole. Mais typiquement, le côté insecte peut être rebutant. C'est-à-dire que quand vous vendez un steak haché et vous dites c'est fait avec des insectes, et je repense à une entreprise très sympa en France qui s'appelle Gemini Cricket. Hein, et donc, du coup, vous servez des insectes secs à l'apéro. Alors, du coup, là, il y a la forme, mais c'est un vrai paradoxe, je pense, qui sera à résoudre dans les années qui viennent. Et c'est vrai dans le vin, mais c'est vrai dans les insectes, c'est-à-dire que les gens, ils veulent savoir, mais ils veulent pas forcément tout savoir, hein, parce que si votre steak il est fait à partir de verre, hein, de farine, ça peut rebuter et décourager certaines personnes. Donc, il y a un vrai challenge dans les années qui viennent pour raconter l'histoire et le marketer, faire monter des leaders d'opinion à bord. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alain. Oui, je pense qu'il y a une. Enfin, d'abord, je crains qu'on n'ait pas le choix, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des alternatives aux protéines animales. Donc, pour trouver des alternatives aux protéines animales, on peut partir d'ingrédients existants type insectes, avec qui ont malheureusement, pour l'instant, une image, on va dire, pas toujours extrêmement positive. C'est-à-dire que les gens aiment bien l'idée, mais ils ne sont pas tous partants pour essayer. Donc, je pense que le gros challenge pour cette nouvelle filière, en fait, c'est de trouver un moyen de rendre les choses un peu moins peut-être effrayantes au début, sachant que ça prend toujours du temps. Mais enfin, je rappellerai juste pour l'anecdote que boire de l'eau en fait usée qui a été purifiée, on ne connaît pas ça aujourd'hui en Europe, mais il y a un certain nombre de pays où c'est en fait la règle et où c'est parfaitement accepté et où les gens consomment l'eau du robinet alors même que en fait ce sont des eaux usées qui sont filtrées, purifiées et que la simple idée peut paraître éventuellement un peu difficile au départ. Bon, c'est passé dans les mœurs. Après, il va y avoir une tension parce que on parle de, j'ai vu dans le chat, en fait, oui, on va aller probablement aussi sur des éléments ultra transformés. Impossible Burger, pour ne pas le nommer, bon, c'est effectivement un steak caché qui n'est pas fait à base de viande, mais qui nécessite, je dirais, un process de fabrication très transformé. Et on sait aujourd'hui que les aliments transformés n'ont pas forcément bonne presse. Donc, mais quel choix, en fait? La difficulté, elle est là. C'est-à-dire que la viande va devenir un produit de luxe qui ne sera plus destiné, entre guillemets, à une consommation de masse. Et il faudra bien trouver une alternative à la viande pour l'apport en protéines de la population mondiale qui grandit, en fait, hein, tout en essayant de limiter, en fait, l'impact sur l'environnement de l'élevage. Donc, on va faire moins d'élevage et la viande va être beaucoup plus chère et elle deviendra, entre guillemets, une exception et plus quelque chose de courant. C'est-à-dire aux États-Unis où on consomme en moyenne 100 kilos de viande par an par habitant. Voilà, c'est. Alors, Alain, ce sera le mot de la fin. Messieurs, notre webinaire se termine. Je voudrais vous remercier pour vos interventions. Je voudrais remercier tous les participants. Merci beaucoup et je donne rendez-vous à tout le monde pour le prochain webinaire présence We Are Resilient. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Thanks a lot.